Bienvenue dans Frame. Pour nous, artisans cadreurs, le cadre est bien plus qu'un simple objet. C'est notre langage, notre savoir-faire et notre manière de raconter des histoires. Frame, c'est donc le nom de ce nouveau format, mais aussi l'espace dans lequel nous allons donner la parole à celles et ceux qui vivent pleinement de leur passion. Pour inaugurer ce tout premier épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir un athlète dont le parcours force l'admiration. Ces derniers mois, tout s'est accéléré pour lui. Une première place sur la Desertus, puis la Traca, une victoire magistrale sur la Transcontinental Race qui fait de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire de la TCR, suivi d'une troisième place en duo sur Badland, et enfin une nouvelle victoire sur la Gravel Fever 500. Une année de révélation, mais au-delà des résultats, c'est tout un manifeste, roulé avec le cœur. Derrière ces podiums se cache un homme simple, humble et déterminé. Jeune par l'âge, mais déjà grand par la sagesse, les valeurs et le cœur qu'il met dans chaque kilomètre. Pour inaugurer ce tout nouveau format, j'ai l'honneur d'accueillir Victor Bosoni. Bonjour. Salut Victor. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être là. Merci à toi en tout cas de faire partie de cette première vidéo. Ce que je te propose pour lancer cette première séquence, c'est de faire un point sur ton parcours, comment tu es arrivé sur la longue distance, et puis ton histoire en général. Oui, alors comment je suis arrivé sur la longue distance, j'ai débuté le vélo moi en compétition à l'âge de 14-15 ans. J'étais en minime 2. Je faisais du vélo quand même avant. Mon père nous emmenait souvent faire du vélo dans notre petit village quand on était jeunes. Donc j'ai toujours été un peu lié à ce monde, surtout qui connaissait quelqu'un qui pratiquait depuis de longues années, qui était devenu directeur sportif et du coup on suivait aussi ces coureurs, ces anciens coureurs qui faisaient partie du club du CC Etup. Et du coup, en 2012, quand je regardais le Tour de France, je suis un peu tombé amoureux de ce sport. C'était la victoire de Thibaut Pinot à Port-Rentruy. Et à partir de là, j'ai voulu me mettre au vélo. Ça a pris quelques années, le temps d'avoir peut-être aussi l'âge de pouvoir s'y mettre, parce que c'est peut-être pas forcément bon de commencer trop tôt, même si on a eu des contre-exemples, mais j'ai commencé en 14-15 ans, j'ai commencé par le cyclocross au début, okay. Avant de passer sur route, parce que on pratiquait l'hiver les cyclocross et ensuite au printemps la route. Et du coup, au début, c'était un petit peu difficile. Je me souviens que je me faisais souvent lâcher au départ des courses. Dès le départ, j'étais lâché du peloton. Mais j'ai continué, j'ai rien lâché et j'ai pris beaucoup de plaisir néanmoins dans ce sport, surtout au niveau des entraînements, retrouver les copains et se sentir aussi progresser. Course après course jusqu'à pouvoir rester dans le peloton en cadet. Ensuite en cadet 2, j'ai réussi à avoir mes premiers podiums, participer à un championnat de France. En junior, j'ai participé à des courses nationales, internationales, j'ai participé à des coupes du monde, j'ai gagné en course nationale, j'ai fait des top 10 en Coupe de France et du coup j'ai gravi les échelons pas à pas jusqu'à atteindre la Nationale 1 en 2020, le plus haut niveau amateur français. Okay. Juste avant les professionnels, mais là on participe à des courses semi-professionnelles avec les équipes réserves espoirs des plus grosses équipes du monde. J'étais pas si mal, j'arrivais à être dans les 15-20 meilleurs grimpeurs sur les courses internationales. Mais année après année, je voyais que je progressais pas, que je régressais même sur des parties de l'entraînement comme les sprints. Et du coup, là, on a commencé à se poser des questions.
surtout en 2022 lorsque je change de club au CC Etup. Mon directeur sportif voilà, essayait de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas parce que voilà, j'ai commencé à avoir la mononucléose dans les stages de pré-saison. Ensuite, j'ai eu le Covid quand je suis revenu. Voilà, tout s'enchaînait et j'étais un peu rentré dans un cercle vicieux où tout n'allait plus. Et du coup, là, mon directeur sportif m'a conseillé d'aller voir un endocrinologue parce qu'il avait vu sur mes prises de sang que j'avais un taux de testostérone anormalement bas et que ça durait depuis des années. Et du coup, je suis allé voir cet endocrinologue et qui m'a dit que j'avais un problème génétique qui faisait que je produisais très peu de testostérone et que pour ma santé, voilà, il fallait faire un traitement mais qu'il était incompatible avec le sport de haut niveau. Ok, donc la compétition? Ouais, donc la compétition. Du coup, ouais, j'ai dû voilà, faire un choix. C'était soit la compétition, soit je devais repousser ce traitement. Mais là, vu que tout s'enchaînait, je m'étais dit ce serait un soulagement d'arrêter et de se soigner pour ma vie sportive, mais surtout pour ma vie personnelle, parce que voilà, avoir un taux de testostérone anormalement bas, ça fait qu'on ressemble à un adolescent. J'avais 21 ans à l'époque, mais je ressemblais à un ado, je faisais 46 kilos, j'étais très très maigre, ouais. J'avais pas de muscles. Du coup, en termes de crédibilité aussi, dans ma vie perso, dans ma vie pro, je sais que c'était un grand frein parce que voilà, on me répétait à chaque fois que j'avais 16 ans, etc. On ne me croyait pas quand je leur disais mon âge. Donc j'ai choisi de faire ce traitement, mais voilà, c'était un gros pas pour moi parce que j'arrêtais mon sport, j'arrêtais pourquoi je vivais entre guillemets, parce que c'était mon identité en fait, le sport de haut niveau, je vivais pour ça. Voilà, je partais en course tous les week-ends, donc ouais, c'était une grosse partie de ma vie et devoir arrêter, ouais, c'était un gros choix à faire. Mais voilà, c'était peut-être le chemin que je devais prendre et aujourd'hui je le regrette pas du tout parce que ça m'a fait découvrir du coup l'ultra. C'était vraiment une opportunité aussi pour moi, c'était aussi voilà, un gros coup d'arrêt, mais aussi une opportunité de découvrir autre chose, découvrir des choses qui me faisaient envie. L'ultra, j'avais toujours eu envie d'essayer. Je suivais des coureurs voilà, sur les réseaux sociaux comme Steven Le Yarrick, et j'avais aussi des amis autour de chez moi comme Rémi Bourgnon ou André Pérez qui pratiquaient aussi l'ultra. Okay. Donc je voyais ça aussi et du coup voilà, quand j'ai dû passer à autre chose, je me suis direct mis dans l'idée de faire de l'ultra et voilà, j'ai commencé avec les 7 majeurs. Ensuite j'ai fait un mini tour de France pour aller voir les membres de ma famille et puis ensuite j'ai fait voilà, 300 km, 400 km, 650 km en 24 heures et donc voilà, je suis tombé complètement amoureux de cette nouvelle discipline. C'était vraiment quelque chose qui me relançait voilà, avec beaucoup de motivation, ouais. Et puis aussi j'ai compris que c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus que la compétition parce que ouais, je retrouvais voilà, un peu cet esprit solitaire. J'aime beaucoup voilà, être seul sur mon vélo, parcourir des distances, découvrir des nouvelles routes, des nouveaux coins, et puis aussi de voir ces choses qu'à moi-même et ne plus avoir cette pression aussi qu'on me mettait sur les épaules en compétition qui est très néfaste des fois parce que on te voit plutôt à travers le prisme du résultat et pas à travers le prisme de l'humain et on n'essaye pas de comprendre pourquoi les résultats ne sont pas à la hauteur et qu'est-ce qui cloche. Voilà, on te met la pression, si tu n'as pas de résultat, tu es mis sur la touche et si tu en as, t'es le roi du monde, mais ouais, c'est des valeurs qui me correspondaient plus forcément et du coup je retrouve
dans l'ultra quelque chose qui est plus aligné avec moi-même et j'en suis très heureux aujourd'hui et du coup ça m'a donné aussi envie de continuer dans cette voie-là et après avoir testé en solo, j'ai décidé d'arrêter mon traitement et de devoir pouvoir m'aligner sur des courses en étant libéré aussi dans la tête parce que je me voyais pas participer à des événements en prenant un traitement qui est incompatible avec le sport de haut niveau et du coup j'ai arrêté et mes taux sont revenus à la normale comme un signe que je devais me lancer là-dedans et aujourd'hui je suis guéri et je fais quelque chose que j'aime beaucoup. Le destin t'a emmené sur l'ultra. Ouais, c'est ça, le destin m'a emmené sur l'ultra et c'est vraiment comme ça que je vois les choses aujourd'hui, c'est que j'étais dans une impasse et en fait ça m'a emmené vers des choses plus alignées avec moi-même et aujourd'hui je vois plus ça comme un signe du destin et en tout cas je vois plus ça comme un échec comme j'aurais pu le voir au moment où j'ai dû arrêter et c'est un mal point à dire. Du coup tu portes tes rêves à la réalité. Cette année il y a un autre rêve que tu as porté haut et fort, c'est ta victoire sur la transcontinentale. Ouais. Je pense que c'est vraiment la victoire qui t'a propulsé cette année. Moi j'ai un truc que j'aimerais comprendre ou savoir parce que je suis quelqu'un de curieuse. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives sur la ligne d'arrivée? Est-ce que tu réalises ce que tu viens d'accomplir? Quand on arrive sur la ligne d'arrivée, c'est plus un gros soulagement. Moi je ressens plus ça, un gros soulagement plutôt qu'une joie extrême, une célébration comme au Tour de France. Non, c'est plus ok, c'est fini enfin. Parce que à chaque fois sur les courses, je me dis mais je rêve de ce moment où je vais pouvoir me poser et ne plus penser à l'horloge qui tourne, au chrono qui tourne. Parce qu'on est un peu dans une sorte de pression du début à la fin, où chaque minute compte. Donc devoir se poser et pouvoir aller au lit, ne plus se mettre de réveil, juste relâcher. C'est plus ça reprendre une vie normale. Reprendre une vie normale, c'est plus ça qui nous amène de la joie quand on arrive plutôt que l'exploit. C'est assez difficile de se rendre compte, même si après avec les messages sur les réseaux sociaux, de nos proches, etc., on peut se rendre compte en fait de l'exploit qu'on vient de faire. Et ça nous amène peut-être de la joie, même si là quand je suis arrivé, j'ai pas pu partager directement avec mes proches. Je suis resté longtemps en Roumanie jusqu'à la fête des finishers. Du coup, j'ai pas ressenti cette joie. J'étais un peu même triste de devoir être tout seul et de ne pas partager ça parce que finalement, je me suis rendu compte que en fait, ça rime à rien de faire des exploits ou faire des choses si on peut pas les partager avec les gens qu'on aime. En fait, c'est hyper triste. Je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper triste de ne pas fêter les choses. Et que ça avait plus aucun sens en fait. La victoire sans partage, ça a aucun sens et j'ai besoin vraiment de partager les choses. Et du coup, c'était plus de la tristesse. J'ai plus ressenti de la joie quand je suis arrivé, quand on m'a fait une arrivée surprise à la gare, plutôt que après le jour même de le jour même, ouais. Ok. Après. Pourtant, ça a été salué. Il y a de nombreux articles qui ont salué aussi le fait que tu sois resté pour encourager les arrivants au fil de l'eau.
Ouais, bah, moi j'étais super content d'être resté. C'était dans mon objectif de rester jusqu'à la fin, comme j'avais fait l'année d'avant. Et encore plus en tant que vainqueur, je trouve que c'est important de le faire parce que voilà, on est plus regardé, on a plus un exemple à donner et moi ça me tenait à cœur d'être là pour les gens. Je pense qu'ils étaient contents. J'ai même vu après, j'ai pas attendu la toute dernière parce que la toute dernière allait arriver 2 mois après ou un mois et demi après. Ok. Mais je l'ai vu une ou deux, 3 semaines plus tard sur la route. Quand je suis parti en vacances sur la route de la TCR et j'ai pu la croiser et partager un moment avec elle, donc ça c'était super drôle, donc avec la dernière de la TCR. Mais ouais, c'est pas pareil. Je me suis aussi renfermé un petit peu sur moi-même après la course. J'avais besoin de souffler, d'être. Je sais pas si j'avais besoin d'être seul, mais juste de rien faire. On est un peu dans une sorte de dépression. Alors que après, à la fête de l'arrivée, c'était super bien de partager avec tout le monde, mais ça me demandait beaucoup d'énergie d'aller là-bas, même si c'était pas super loin, mais. Ouais, on a vraiment envie de souffler, c'est plus, c'est ça, du soulagement plutôt que... Ouais, parce que j'imagine que physiquement, mentalement, ça travaille énormément, donc quand tu viens de réaliser ce genre d'exploit, enfin, ouais, cette aventure, en fait, j'imagine que la seule chose à laquelle on doit penser égoïstement, du coup, c'est d'être seul, ouais. Ouais, c'est ça, c'est hyper intense émotionnellement parce que voilà, le manque de sommeil aussi rend les choses plus intenses et on est dans un effort où on a aussi comme je l'ai dit, beaucoup de pression au niveau du temps, donc ouais, ça s'accumule et on pense juste à l'arrivée et de devoir souffler et reprendre une vie normale. Ouais. Cette victoire d'ailleurs, elle te vaut aujourd'hui plusieurs titres. Comme le petit prince de l'ultra distance ou la légende suite à ta TCR de l'année dernière. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait ressentir? C'est sûr que ça fait plaisir. Après, je me considère pas comme un petit prince ou une légende. Je fais les choses comme je l'entends et voilà, moi je fais seulement du vélo, je fais seulement ce qui me plaît le plus au monde et voilà, je suis touché en tout cas que les gens soient sensibles à ce que je fais et ressentent des choses par rapport à ça. En tout cas, moi c'est l'objectif. J'aimerais beaucoup en tout cas pouvoir inspirer à travers ce que je fais et si les gens sont touchés par rapport à ma manière de faire du vélo, à ma manière de faire la course, faire de l'ultra, c'est super chouette. J'évoquais du coup ta TCR de l'année dernière. Cette année, ça a été aussi rempli de péripéties. Du coup, dans l'ultra distance, il y a forcément des hauts et des bas. Comment tu gères les échecs, les imprévus, les moments difficiles et qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ouais, l'année dernière, c'était un sacré échec parce que j'étais arrivé avec... on m'avait dit après Northscape que j'avais le rythme pour pouvoir jouer la gagne. Et du coup, j'étais arrivé avec l'ambition de jouer la gagne. Donc je m'étais mis dans la tête que je pouvais le faire et que je devais m'accrocher à ça. Mais j'avais pas compris tout ce que la TCR demandait en termes de préparation, en termes de mindset aussi, d'état d'esprit à avoir
face aux imprévus, aux choses qui peuvent rentrer sur la route. Et du coup, ouais, à ce moment-là, lorsque je perds mon passeport, déjà, j'étais pas hyper content de ma course. J'étais dans les premiers, j'étais peut-être premier, deuxième ex aequo avec Robin, le futur vainqueur. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout satisfait de ma course. Je voyais que je m'arrêtais beaucoup trop, que je faisais des pauses parfois inutiles, que j'étais pas en contrôle de ce que je faisais, en contrôle de la course. Par rapport à la Northscape, c'était pas du tout la même chose. Il y avait une pression beaucoup plus haute. Là, ça faisait vraiment la course plutôt que sur la Northscape. Pour moi, je voyais ça plutôt comme des vacances, un voyage quoi. Et là, c'était vraiment course. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, je pense que tout ça m'a amené à... j'étais plus trop dans le contrôle et du coup, à ce moment-là, j'ai perdu mon passeport. Ça a été... Je me suis vite rendu compte par rapport à quand je fais demi-tour. En fait, je comprends que j'ai perdu quelque chose, mais je me souviens très bien avoir refusé en fait de l'admettre. Et au début, j'oublie tout ce qu'il y a dedans. J'oublie qu'il y a mon passeport. Je pense qu'il y a juste mes cartes bleues. Et en fait, je repousse ça au max, au-dessus de la plus grosse côte de mon passage. Je me rends compte que j'ai oublié mon passeport et que ça allait probablement être un problème pour la suite de l'aventure, de ma progression. Et du coup, là, je panique un peu, j'appelle, parce que je savais exactement où j'avais perdu mon passeport, je m'en doutais. Et du coup, j'appelle la gas station où il y avait mon passeport et il me confirme qu'il est là, mais j'essaye de me demander de me l'envoyer à une adresse, mais on n'arrive pas à se comprendre. Il parle pas anglais du tout, donc c'est difficile et finalement Tu décides de faire demi-tour. Je décide de faire demi-tour et finalement de faire demi-tour, ça n'a pas été une difficulté, mais c'était vraiment de retrouver un objectif après avoir repris mon passeport, de devoir refaire la route que j'avais déjà faite. Là, ça a été difficile parce qu'il a fallu retrouver un sens de pourquoi je faisais ça. Peut-être pas le retrouver, mais peut-être le connaître enfin, ce sens, parce que je pensais que c'était juste faire la course, essayer d'aller remporter la course, mais non, il y avait des choses beaucoup plus profondes. Et du coup, cette course m'a permis de connaître vraiment mes motivations profondes, d'accepter aussi les choses qu'on disait sur moi. C'est là où on a commencé à me dire que j'étais une légende, mais je comprenais pas du tout pourquoi on me disait ça, parce que je faisais des conneries en fait. Je faisais que des bêtises et j'étais juste en train d'essayer de rattraper les choses. Oui. Du coup, je comprenais pas du tout. Et du coup, j'ai appris à accepter tout ça, accepter aussi l'amour qu'on me donnait à travers les messages. Et du coup, là, ça a été vraiment un long cheminement, mais ça m'a vraiment fait comprendre vraiment le sens de pourquoi je faisais ça. Et ensuite, j'ai adapté la course pour qu'elle m'apporte aussi des choses, que je puisse gagner des choses, parce que je pensais que ce que je pouvais gagner en participant à une course, c'était juste la victoire, quoi. Mais non, il y a beaucoup de choses à gagner, des enseignements sur soi, sur comment appréhender les choses, comment maîtriser la course de la TCR qui est quand même hyper particulière, parce que j'ai fait plein de bêtises au niveau de mon équipement, au niveau de ma route, et ça je m'en rendais compte, et à chaque fois que je faisais des bêtises, je m'étais dit ça y est, je la referai plus du tout. Du coup, c'est quelque chose de gagné pour le futur, et vraiment je prenais tout ça en compte, et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout, vraiment dans des conditions optimales,
je suis arrivé sans être trop fatigué, sans me faire mal aux genoux. Et finalement, j'étais super bien, super content. Et quand je suis arrivé, je pensais directement à la TCR de l'année suivante. Ouais. Et du coup, ce laps de temps entre cette TCR et celle de cette année, j'ai pris tous les enseignements que j'avais fait sur la route et j'ai aussi travaillé sur ça, essayé de mettre aussi en cohérence avec je veux pas dire je travaille, mais Patricia, une coach énergéticienne, m'accompagne un peu là-dessus, sans m'accompagner, mais juste en tant qu'amie, et m'a inculqué pas mal de choses. J'aime beaucoup reprendre cette expression, m'a planté une graine, comme beaucoup de personnes. Et avec les expériences, m'ont permis de germer cette graine et de comprendre vraiment les choses et de les mettre en adéquation avec ce qu'elle m'a appris. Et aujourd'hui, tout paraît plus simple, tout paraît plus léger, et c'est grâce à ça que j'ai pu passer une TCR vraiment pas facile, mais plus agréable, plus sereine, et plus forte en fait mentalement. Oui, parce que, si on revient un peu sur la TCR de cette année, il y a eu quand même du coup le ferry à Paris. Il y a eu le pont aussi en Roumanie. Ouais. Il y a eu plein de l'organisation qui t'a arrêté. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça a été finalement positif. C'est ça. J'ai eu des moments où j'aurais pu, comme l'année passée, complètement sombrer. Mais par exemple, ce ferry, même si j'ai commis encore une erreur et que je suis pas encore hyper le plus fort dans la tête, parce que je suis quand même humain, et il y a des moments qui sont difficiles et qui sont difficiles à passer le cap. Sur la TCR, au moment du ferry, dans la nuit, je commence à douter vraiment beaucoup de moi, et me dire que je vais pas pouvoir avoir le ferry, parce que on entre dans la nuit, je sais pas si c'est depuis la Desertus Bicus, mais je n'aime plus la nuit, je n'aime plus du tout rouler la nuit, et ça me change tous mes repères. Okay. Et j'ai plus du tout confiance la nuit, et je sais pas si c'est par rapport au fait que je suis totalement coupé de mon environnement, que j'ai plus quelque chose j'ai plus trop de sens en fait à rouler, parce que je vois plus le paysage, je vois plus où je suis. Ou d'autres choses où c'est juste mental, où j'ai un traumatisme par rapport à la Desertus et ma bataille avec Stéphane Lombard. Okay. Je sais pas, ça a creusé en tout cas. Ouais. Mais là j'ai failli tout perdre, parce que j'y ai plus cru et que j'ai voulu aller me coucher, alors que c'était vraiment pas une bonne solution, parce qu'il était 4h du matin et qu'il y avait très très peu de chances que je trouve quelque chose pour dormir. Mais le matin j'ai refait j'ai reposé le contexte, j'ai tout réinitialisé, je me suis dit ok, combien de kilomètres il te reste et combien de temps il te faut, est-ce que tu en es capable ou pas, et je devais faire 28 de moyenne, et je me suis dit peut-être que je suis capable, et j'ai tout donné, j'ai pas jugé la situation, j'ai pas dit c'est impossible, tente pas, c'est trop dur, ou quoi. Je me suis dit va jusqu'au bout, et tu feras le point à la fin, et c'est que à la fin que tu pourras prendre la décision si c'était trop dur ou pas, si c'était donc voilà, c'est aussi ça qu'elle m'a apporté, c'est aussi rester ouvert à toutes les possibilités qu'on a. Ne pas juger les moments, garder toujours un esprit positif sur les choses,
toujours avoir, garder une énergie proactive, toujours ne jamais s'apitoyer sur son sort. Toujours prendre en compte le contexte, ne pas le juger et se demander comment est-ce que à partir de ça, est-ce que je peux rendre les choses meilleures et se dire que tout est possible et se lancer à fond. Voilà, c'est un peu tout ça que j'ai appris et qui m'a permis de me bâtir un état d'esprit qui m'a permis de remporter la TCA. Merci pour toutes ces réponses sincères, Victor. J'aimerais revenir aussi sur un sujet qui là me parle beaucoup plus forcément et qui est aussi un peu en lien avec le nom de ce nouveau format, Frame, et notamment sur les vélos que tu as pu utiliser. Tu as eu l'occasion du coup de rouler sur le Louison et sur le Artemis. Si tu devais n'en garder qu'un, lequel choisirais-tu ? Ouais, c'est difficile parce que j'ai vécu des belles choses avec les deux. Remporter la transcontinentale, puis surtout avec une peinture spéciale, c'était juste incroyable. Cette chance d'avoir une peinture à soi. À soi, c'est juste fou. Et puis j'ai reçu tellement de retours par rapport à ça, par rapport à ce vélo que ça en fait une sacrée fierté. Et je reste très attaché à lui. Mais je pense que je choisirais l'Artemis. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je me sens un peu plus à l'aise dessus. Franchement, dès que je l'ai essayé, je me suis directement senti à l'aise. Je crois que c'est le vélo avec lequel je me suis senti le plus à l'aise rapidement. Okay. J'ai vraiment senti de bonnes ondes avec celui-là. Donc je choisirais sûrement l'Artemis, qui est un vélo assez incroyable, surtout avec la nouvelle esthétique, avec la nouvelle version. C'est vraiment un vélo super joli avec les câbles intégrés. Il change de tout par rapport à celui de la première génération. Avec lequel tu avais d'ailleurs roulé l'année dernière. Sur la Traca, Naturist Bike. Ouais. Mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur avec l'Artemis, nouvelle version. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a 4 modèles, hein, je le rappelle, on a donc les randonneurs avec Francis et Francette, et puis on a du coup le Louison pour la route et puis Artemis pour le gravel, mais pas que, on a également le Hansel. Oui. Et c'est d'ailleurs là où je veux en venir parce que il y en a beaucoup qui ont évoqué que tu n'aurais peut-être pas choisi le bon vélo pour effectuer la TCR et que le Hansel aurait été peut-être plus adapté avec le recul aujourd'hui. Et les kilomètres parcourus, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton choix, ce qui t'a guidé, ce que tu en penses ? C'est vraiment intime. Je me suis vraiment posé la question aussi moi-même de quel vélo je pourrais choisir, quel vélo serait le plus optimal pour la TCR. Mais j'avais déjà vécu la TCR avec le Louison l'année d'avant et j'avais été hyper satisfait. C'était un vélo qui me procurait du confort et qui était assez rapide, surtout sur les parties asphaltées. Donc j'en étais hyper satisfait. J'avoue que je suis un petit peu frileux sur le fait de tenter de nouvelles choses. Quand ça a bien marché, je savais qu'il y avait des choses à modifier par rapport à l'année d'avant. C'était plus sur le pneumatique. Et là je suis passé sur des pneus un peu plus renforcés, mais toujours 32 à l'avant, 30 à l'arrière.
Voilà, avec peut-être une gestion différente aussi au niveau tubeless, avec voilà, l'ajout de liquide préventif à mi-course qui m'a permis d'avoir 0 crevaison et d'être quand même plutôt à l'aise aussi sur les parties gravel. Je sais que voilà, c'est un dilemme parce qu'on a du partie gravel, mais on a aussi voilà, majoritairement de la route. Je pense qu'on a entre 80 et 90%, ouais, peut-être 90% de route. Donc c'est sûr qu'avec des pneus un peu plus larges, je serais allé beaucoup plus vite en gravel. Et peut-être ça aurait été un peu plus sûr pour les pneus de ne pas crever. Mais finalement, ça s'est passé avec celui-là. J'ai la chance d'être assez à l'aise aussi techniquement, donc le gravel, je le passe assez rapidement par rapport aussi à mes adversaires qui étaient ils avaient peut-être un peu plus, mais finalement ne sont pas allés beaucoup plus vite. Donc je perds pas énormément là-dessus. Ok. Donc finalement, voilà, c'est passé. Après, peut-être un autre pratiquant, ce sera peut-être beaucoup mieux avec un Ansel. Je pense, pour la majorité, je pense qu'un Ansel c'est beaucoup plus logique dans une idée de TCR. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis avec du 35 mm au niveau des pneus, donc qui est impossible avec un Louison. Donc finalement, bah voilà, un Ansel c'est beaucoup plus logique. Je sais qu'aussi il y a des inserts aussi qu'on n'a pas avec le Louison, qui permettent d'ajouter des sacoches. Donc ouais, c'est plus un vélo d'ultra le Ansel. Après on sait que c'est comme partout, quand on atteint le haut niveau, on n'a pas la même pratique que quelqu'un qui pratique voilà, un peu plus, ouais, je sais, au niveau loisir. Je me souviens, voilà, en gravel, il y avait les championnats du monde de gravel. Je me souviens que les premières années, les pros partaient avec des vélos de route, ouais. Juste avec des pneus un peu plus larges. Donc voilà, dans une logique de performance, c'est peut-être pas la même logique quand on part pour vouloir aller juste rallier la ligne d'arrivée. Donc ça explique peut-être les choix. Perf avant tout. Voilà, la perf avant tout. Tu parlais de confort juste avant. On sait aujourd'hui que l'acier permet, grâce à son matériau, d'absorber justement les vibrations, etc. Et tu me contredis si jamais mes propos sont pas bons, mais en tout cas que sur de la plus longue distance, l'acier est beaucoup plus confortable. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui t'a poussé à aller sur ce matériau, ou est-ce qu'il y avait d'autres intérêts pour toi? Moi j'ai commencé l'ultra du coup quand je faisais ça solo avec du carbone, avec un carbone qui était plus destiné à la compétition, à la légèreté. C'était un vélo de grimpeur, donc c'était un vélo qui était pas fait pour ça, pas fait aussi pour tenir des sacoches, etc. Donc j'avais pas super bien vécu l'expérience, en tout cas comme première expérience. J'avais fini avec des douleurs un peu au corps, surtout en m'arrêtant. J'avais du mal à marcher, donc j'avais pas une super expérience avec le carbone. Ensuite pour la Northscape, j'étais en alternance en stage avec Wish One. Okay. Qui avait des vélos fabriqués à la Fuy, tout à fait, en acier, et du coup il m'avait prêté un vélo pour faire la Northscape qui était en acier. C'était pas un choix par rapport au matériau, par rapport à ce qu'il apportait. J'ai juste pris le vélo qu'on me donnait, et du coup j'avais aucun a priori ni rien. Mais j'ai vu la différence en tout cas entre les deux vélos, et je pouvais vraiment enchaîner les journées assez incroyablement, parce que je m'arrêtais, j'avais pas
pas les douleurs que j'avais eues avec le carbone. Du coup, ouais, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que ça a été un matériau fait pour l'ultra. Et c'est pour ça que j'avais contacté Emric et Sifac pour m'accompagner pour la TCR de l'année dernière. Parce que voilà, j'avais beaucoup apprécié rouler sur un vélo fait à l'appui et puis j'avais aussi l'expérience des années précédentes. Mon père avait deux vélos Méral et du coup j'avais pu faire quelques petites sorties en gravel aussi avec un Méral et j'avais été très satisfait et très agréablement surpris aussi sur le comportement du vélo qui n'était pas aussi dans ma tête. Moi j'étais un compétiteur qui ne pensait qu'au carbone, qui roulait qu'en carbone, donc voilà, je pensais que ça allait être très lourd, très mou, que j'allais pas prendre beaucoup de plaisir parce que j'aimais beaucoup ce qui était rigide et qui renvoyait bien. Mais finalement, ouais, j'avais été agréablement surpris et finalement ça avait tout chamboulé dans mes a priori. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai contacté Emric et que j'ai voulu rouler en Méral. Et finalement, ouais, c'est vraiment pour moi le vélo de l'ultra distance, en tout cas pour tout le monde. C'est vraiment ouais, un vélo qu'on peut s'orienter parce que il est aussi très robuste. Pour moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il soit robuste et qu'il soit qui soit solide et qui soit fiable le long des journées, longues journées sur le vélo et aussi le fait, comme sur la TCR, qu'on passe dans des chemins très caillouteux et voilà, ça arrive des fois qu'on prenne un éclat et que ça arrive sur le cadre et que ça peut, un carbone, ça peut aussi l'impacter plus facilement. Donc voilà pourquoi je me suis orienté vers un carbone, vers un acier. Pour quelqu'un qui se lance dans l'ultra distance ou qui débute, quel serait ton meilleur conseil à partager ? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est souvent là où on a les meilleurs enseignements. En tout cas, moi je l'ai vécu, c'est vraiment lorsque j'ai fait mes erreurs que j'ai pu comprendre des choses, renforcer ma confiance en moi, en ma capacité à aller au bout. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est ne pas avoir peur de se lancer parce qu'on va beaucoup apprendre et c'est vraiment une histoire de confiance. L'ultra, c'est juste se dire qu'on est capable et voilà, aussi renforcer sa connaissance du terrain, de ce qu'on a besoin au niveau matériel. Ça, on peut que l'acquérir pour moi parce que c'est trop personnel, on peut pas l'acquérir avec des podcasts ou des choses comme ça. On peut que l'acquérir par l'expérience et le fait de savoir ce qu'on a besoin. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerais. Après, il faut aussi entraîner aussi son état d'esprit parce que c'est dur l'ultra distance. Il y a beaucoup de moments difficiles. C'est beaucoup de hauts et de bas. Mais pour pouvoir mieux passer les bas, il faut essayer de toujours garder de la positivité. Regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est vraiment ça l'idée. Et puis toujours essayer c'est ça, comme j'ai dit précédemment, c'est ne pas juger le contexte, le prendre comme il est et juste avec ce contexte se le rendre plus facile. Essayer d'avoir une énergie proactive pour essayer de rendre la chose meilleure et de la transformer en positif. Voilà, c'est vraiment c'est un état d'esprit, c'est difficile à se l'imaginer et c'est d'autant plus difficile de le mettre en place parce que ça demande énormément de temps.
Mais c'est vraiment ça l'idée. Ok, donc vous avez entendu, restez surtout positif et lancez-vous. Exactement. On arrive à la fin de cette aventure commune pour toi et toute l'équipe CIFAC Méral. C'est d'ailleurs avec une certaine tristesse qu'on annonce ça, mais en même temps on est hyper ravis pour toi de l'aventure qui s'annonce pour toi l'année prochaine. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu gardes en mémoire de cette période avec Méral? Ce que je garde en mémoire, c'est vraiment cette relation que l'on a pu bâtir. C'est vraiment des moments aussi super sympas comme Gravel Fever ou à Naturist Bike l'année dernière. C'est vraiment des moments humains et puis surtout c'est ça, c'est l'humanité que je ressens chez CIFAC et je me souviendrai toujours le moment où j'ai franchi la porte de l'usine à la Fuye. C'était vraiment un émerveillement parce que j'ai découvert vraiment une entreprise qui vraiment c'est ça, c'est vraiment le mot, c'est une entreprise qui est vraie, qui a vraiment des belles valeurs, mais qui a vraiment des belles valeurs ancrées en elle et qui ne crie pas sur tous les toits des valeurs qui sont juste là pour parce qu'elles font bien ou embellir la marque. Pour embellir la marque. Non, c'est une entreprise qui ne parle pas de ses valeurs, mais qui les transpire, qui est ancrée en elle. Et de toute façon, quand on passe la porte de la Fuye, on se rend compte de tout ça. Et moi, ça m'avait émerveillé. Et voilà, quand on parle avec les cadreurs ou les peintres, on sent vraiment qu'il y a de la passion. Et c'est vraiment un émerveillement. Donc et puis ça se transmet aussi, du coup, ça se transmet dans les vélos parce que quand on roule des vélos Méral ou CIFAC, en tout cas moi je le ressens parce que j'ai pu découvrir tout ça, on sent vraiment beaucoup de fierté, c'est vraiment un supplément d'âme qu'il y a dans ces vélos et je suis tellement heureux d'avoir vécu ça et en tout cas moi je vous remercie en tout cas pour cette chance, pour cette main que vous m'avez tendue en 2024 et pour m'avoir permis d'atteindre ces rêves et en tout cas j'aurai la marque pour toujours dans mon cœur. Merci à toi pour ces mots, Victor. Merci aussi d'avoir joué le jeu pour ce nouveau format. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de finir? J'ai un dernier mot, ce serait d'encourager toutes les personnes à découvrir cette marque qui est Méral, qui est CIFAC. Parce que en France, on a la chance d'avoir encore des artisans qui fabriquent des cadres made in France. Et quand on sait que la difficulté que c'est d'entreprendre en France, c'est vraiment une marque qu'il faut soutenir, une entreprise qu'il faut soutenir. Parce qu'elles font des superbes vélos en plus de ça qui sont performants, qui vous donnent beaucoup de plaisir à les rouler, ça je peux en témoigner et qui vous rend vraiment fiers parce que lorsque vous achetez un vélo Méral ou CIFAC, vous savez que vous faites vivre des passionnés derrière et qui ont du cœur, qui font ça vraiment par amour et ça c'est hyper important et c'est quelque chose qu'il faut soutenir et préserver donc voilà. Merci à toi, merci à tous pour votre écoute, je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et surtout passez de belles fêtes de fin d'année.